Donc j'ai tout de suite répondu présente lorsque j'ai vu le contenu de votre Assemblée Générale, Construire positif, émulation participative et intelligence collective. C'est véritablement ce que je souhaite vous faire partager, l'expérience que nous vivons en PACA depuis à peu près plus de 10 ans. Mon propos va s'orienter sur 3 étapes. La première qui est faire travailler ensemble les acteurs. La deuxième étape, c'est aller plus loin, accompagner, évaluer les projets. Et en troisième point, je vous présenterai les résultats de cette dynamique. C'est évidemment ce qu'on attend, voire l'objectif, mais les moyens pour y arriver, c'est ce qui est aussi extrêmement important. Voilà, donc les 2 premières parties, je vais les passer assez rapidement. Il y a des textes qui ont été présentés sur ce PowerPoint, qui va servir de synthèse aussi pour l'association. Vous aurez le PDF ensuite, donc je ne les lirai pas pour tenir le timing et j'irai assez rapidement vers les projets. Nous avons des diversités régionales entre PACA et Pays de Loire, mais ce qui nous regroupe, c'est le projet, c'est de faire partie de la filière bâtiment, aménagement et territoire. Je suis tout à fait modeste, je me sens très proche de vous, une professionnelle lambda, fille d'entrepreneur artisan, maître d'œuvre, architecte donc. J'ai exercé en libéral pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui maître d'ouvrage. Je dirige donc les services techniques d'une petite ville de 15 000 habitants. Donc bien au cœur de toutes les problématiques du développement durable. Nous sommes tous conscients des enjeux durables et nous vivons aussi aujourd'hui au sein d'une société civile qui est de plus en plus active et responsable. On l'a vu dans le cadre de la COP 21, d'ailleurs, la réussite, la société civile était extrêmement présente. Et il y a eu, dans ce cadre-là, l'émergence de pionniers qui ont permis de faire avancer de façon significative le développement durable. On a été vers le quoi, on sait aujourd'hui comment construire un bâtiment durable, mais pour aller au-delà, c'est-à-dire pour le massifier, pour généraliser, comment faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît à peu près le quoi, mais le comment, on sait aujourd'hui que les lois, les certifications, on voit les dates 90 à peu près d'apparition de BREEAM, HQE LEED. Aujourd'hui, quand on regarde les pourcentages, bon, on ne dépasse pas les 10% de bâtiments de construction qui suivent une démarche environnementale. Alors, évidemment, comment on va faire pour généraliser, pour aller dans le sens de la LTECV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte? Comment va-t-on faire? D'autant que le bâtiment, c'est complexe, c'est très complexe, on le sait tous, pour progresser tous ensemble, que ce soit avec les spécificités d'acteurs, les contextes différents, la technologie, les contraintes diverses et variées, c'est vraiment pas simple. Donc, c'est vrai, une application Blablacar, c'est bien, mais faire avancer un bâtiment durable suppose de s'ouvrir à la culture des autres et suppose de gérer la complexité. Donc là, je vous invite à Edgar Morin, je l'apprécie beaucoup, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il nous apporte une hauteur de vue très intéressante et il est important de pouvoir s'ouvrir aux autres disciplines si l'on veut faire progresser l'ensemble de nos filières. Donc, en PACA, effectivement, c'est ce que j'ai appelé lycéen l'intelligence collective 1. Ça a été la création du centre de ressources à partir de 2000. Et puis, nous avons créé divers débats. Le centre, on a fait partie du réseau BIP. Et il y a eu en 2007 l'animation du Codébac. C'est la région qui a décidé de regrouper. Donc, ça rejoint un petit peu quand vous dites qu'il faut impliquer les maîtres d'ouvrage. Là, il y a eu une concertation des acteurs locaux. Il y en avait à peu près moins qu'ici, vous voyez, 150 à peu près. Mais il y avait un réel croisement offre et demande, des maîtres d'ouvrage qui étaient présents. Voilà. Ça a permis, à un moment donné, de se dire, eh bien, puisqu'on n'arrive pas à aller aussi vite qu'on le voudrait, pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas innover? Et donc, j'ai un petit peu réfléchi à ce qui pourrait correspondre à ce que nous avons fait en PACA, parce que nous sommes arrivés vers un système participatif. Donc, nos amis belges ont assez bien compris la chose, puisque on a Michel Bouwens, je vous invite aussi à regarder, il y a des tas de vidéos qui sont très intéressantes, qui a fondé le peer-to-peer, donc c'est le pair-to-pair, donc ça rejoint à peu près ce que nous faisons en termes d'évaluation, et c'est cette notion de bien commun, c'est-à-dire que des individus se regroupent, contribuent à mettre ensemble, à créer ensemble un bien commun. Donc en gros, ce que nous avons déployé en PACA, c'est
je l'ai vu sur les panneaux aussi, une base de données, de retour d'expérience pour faire progresser l'ensemble de la filière. Et déjà, en 2007, Françoise Hélène Jourda, à qui je rends encore hommage, on l'a déjà fait fin décembre à Paris, avait déjà, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, dans le cadre d'un rapport en 2007, préconisé qu'il fallait créer un outil qui permette à tous les acteurs de la construction et de l'aménagement de se retrouver sur toutes les thématiques du développement durable. On a vu aussi dans toutes les présentations que la vision globale, elle est extrêmement importante. Et au final, nous sommes orientés vers l'évaluation des projets. Voilà. Et nous avons créé aujourd'hui une matière, une substantifique moelle, assez intéressante, que je vais vous déployer après. Voilà. Donc évaluer les projets suppose aussi accompagner les projets. Il ne s'agit pas d'être dans le jugement, d'être dans la critique austère et élitiste, ce qu'on était un petit peu au début, je vous l'accorde, mais au contraire de mettre en place une véritable émulation participative, une véritable intelligence collective qui permette de déployer une culture commune, de faire en sorte que les acteurs s'approprient la chose et que nous puissions partager ces données aussi dans une cohésion conviviale. Voilà, ici vous avez un potentiel incroyable. La cohésion, elle y est déjà. Il y a beaucoup de potentiel. Ça suppose aussi une intelligence collective de savoir réguler les égos, ce qu'on a dû faire en PACA. C'est pas évident. Et dans le bâtiment, on sait qu'ils sont assez forts. Voilà. Donc c'est très bien qu'il y ait aussi beaucoup de femmes. Dommage qu'il n'y en a que 17%, parce que nous participons très fortement à la régulation des égos. Voilà. Il faut faire un petit peu d'humour. Modestement, modestement. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'appelle l'IC2 en PACA. En 2008, on a créé donc le pôle développement bâtiment durable méditerranéen. Et puis en 2015, nous avons réuni les deux associations, donc le centre de ressources et le pôle bâtiment durable méditerranéen, donc ce qui est une innovation tout à fait sociale, puisqu'on peut dire que là, on se rapproche du cercle vertueux d'Edgar Morin, pour, autour de l'évaluation, proposer des formations et faire progresser l'ensemble de la filière. Donc, mon propos n'est pas de vous expliquer ce qu'est la démarche bâtiment durable méditerranéen. Vous pourrez aller sur les sites et voir un petit peu ce dont il s'agit. Il y a cette thématique, ça se évalue sur les 3 phases, conception, réalisation et fonctionnement. Et surtout, c'est une commission, vous voyez, très participative. Elle est publique. Elle est ouverte, elle est transparente et participative, et surtout interprofessionnelle. Donc au final, quand vous êtes face à un projet qui est présenté, bon, on ne peut pas raconter n'importe quoi, comme dans un jury de concours, je me permets, je suis architecte de le dire, on tient compte du fait qu'on est en public, et on essaye d'être constructif et positif, et surtout de n'être jamais dans le jugement. Voilà, ce qu'il s'agit, c'est de toujours garder un esprit positif. Là, vous voyez, on a créé ce qu'on appelle la règle du système participatif de garantie. Je peux vous dire qu'au départ, nous n'étions pas du tout partis là-dessus. L'idée, c'était qu'en PACA, on fasse un petit peu émerger le confort d'été, dont la réglementation thermique ne tenait absolument pas compte. Et nous étions assez loin de Paris. Et au final, on a commencé à faire émerger un référentiel adapté à la région PACA. Mais tout en faisant cela, ce que nous avons découvert et ce qui est vraiment le plus riche, c'est l'émulation participative et le système participatif de garantie qui crée une émulation incroyable et surtout, vous allez le voir, une progression tout à fait conséquente. Donc aujourd'hui, les atouts... alors oui, non, ça c'était intéressant, je vous ai sorti des photos pour vous montrer qu'il y a eu parfois des moments où les membres ont été très durs dans le jugement et où ça s'est mal passé. Et donc à chaque fois, on a compris que ce n'était pas du tout la bonne méthode. Voir un maire partir à moitié en larmes parce qu'il passait d'un BDM or à un BDM argent, voir un AMO contrarié parce qu'on avait mis en difficulté le maître d'œuvre devant le maître d'ouvrage. Voilà, ça suppose que tout le monde se régule et travaille en bonne intelligence pour faire émerger les projets les meilleurs possibles. Les atouts de la démarche, c'est aujourd'hui une dynamique de territoire. Et bon, évidemment, c'est aussi des emplois derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 6 ans, nous en sommes maintenant à 1 million de mètres carrés de bâtiments durables sur 300 bâtiments. Je compare souvent à Bruxelles depuis décembre, là où j'ai appris qu'effectivement le Passive House, ils avaient injecté
peu près 30 millions d'euros durant la même période et ils atteignent les 800 000 m². Nous, c'est un peu moins de 5 millions d'euros injectés par la région PACA et l'ADEME, et nous en sommes déjà à 1 million de mètres carrés. Voilà, c'est pour vous dire la dynamique, quand on arrive à croiser l'offre et la demande, qu'on implique les maîtres d'ouvrage, comme vous souhaitez le faire, à quel point ça a une dynamique incroyable, qui nous dépasse presque. Donc là, un petit zoom sur la structure circulaire, si l'on peut dire. Ils sont à peu près 15 salariés. Et vous voyez, au centre, il y a l'évaluation des projets. Et autour, on a bien évidemment la formation, la capitalisation des retours d'expérience. On a encore énormément de travail à faire parce qu'on n'est pas encore parfaitement organisé pour arriver à traiter tout ce matériau qui est énorme. On a aujourd'hui une capacité à faire partager les différents PowerPoint. Vous pouvez retrouver toutes les écoles, tous les matériaux, etc. Ça, c'est bien, mais on devrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'on devrait véritablement les traiter pour trouver les orientations réelles pour faire progresser le bâtiment. On y arrive, hein, on y vient progressivement. Un quart d'heure. Très bien. Un zoom sur l'association. Donc voilà, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons, avec ce modèle économique, 45% de ressources propres sur l'association. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant à noter. Voilà, donc on va passer maintenant sur le contexte et les résultats. Donc comme je vous le disais, 300 bâtiments évolués. On comprend bien, quand on rentre dans le vif du sujet, qu'entre la théorie et la manière dont les différents acteurs ont traité le propos, il y a encore un grand décalage et on a énormément de travail à effectuer ensemble. Donc les enseignements, c'est aujourd'hui des retours d'expérience de plus en plus intéressants. On les couple avec ceux des Finergie et de l'AQC avec qui on travaille de façon étroite et on arrive ainsi à modifier très rapidement nos pratiques. Voilà, on essaye de traiter l'info et on utilise l'enviroboîte et divers outils. Ça, c'est un extrait d'une synthèse qu'on a faite au niveau des maîtres d'ouvrage. Le programme REA, c'était le programme de logement subventionné par la région PACA. Et donc, vous voyez, bon, c'est pareil, je ne vais pas tous les lire, on a à peu près différents points de vigilance selon toutes nos thématiques qui déjà donnent les pistes d'orientation vers le bâtiment durable en PACA. Nous avons des pistes d'économie durable. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais vous voyez, ce sont des choses souvent très très simples. C'est revenir aux fondamentaux. On a évoqué ça aussi dans notre table là. C'est important de revenir à des bâtiments un peu moins technologiques et plus centrés sur les usagers et les humains. D'abord comme ça, on fera un gain financier intéressant à l'investissement, mais surtout au fonctionnement. Quand on sait que le fonctionnement, c'est 75% du coût d'un bâtiment. Et tout cela peut conduire à des bâtiments, on commence véritablement à le mesurer, qui sont moins chers de 10 à 30%, plus économes en énergie et en eau, plus simples et plus économes en contrat d'entretien, plus confortables en hiver, en été, et qui ont du coup une productivité accrue à tout niveau. Voilà. Et aujourd'hui, la CDC commence à s'intéresser à ce type de bâtiment, parce qu'en termes de sinistres, il y en a beaucoup moins. Voilà. Donc vraiment, à tout niveau, c'est tout à fait positif. Et en plus, quand on fait du beau, c'est bien. Parce qu'on a de plus en plus de projets avec des architectures de qualité. Là, c'est un projet de MAP Architecture, de logements sociaux qui ne dépassent pas les 1 200 € mètre carré. Alors les projets, je vais surtout vous présenter une petite synthèse des projets issus de l'évaluation démarche bâtiment durable. Nous sommes en train de travailler sur une démarche quartier durable méditerranéen qui va se caler sur le label national. Et nous travaillons aussi sur des projets européens et nous organisons l'année prochaine, enfin non, cette année, en septembre, le congrès du bâtiment durable auquel vous êtes très fortement conviés. Alors je vais démarrer par les lycées parce que les lycées, en 2010, la région avait une commande, nous a passé une commande et elle a réussi à avoir auprès de la BEI, Banque européenne d'investissement, 800 millions d'euros. Et elle a, sur cette base, exigé que tous ces lycées soient en démarche bâtiment durable méditerranéen. Et ce qu'elle a fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle a voulu tester les lycées qui étaient en cours de réalisation, ceux qui avaient été conçus avant la création de la démarche. Et là, je vous assure que c'était pas toujours une partie de plaisir. Et c'est là où on a pu comprendre qu'il ne fallait pas être juge, mais qu'il fallait être dans l'accompagnement. Donc, je vous présente la 4 lycées. Donc, il y a des petites fiches synthétiques que vous pourrez ensuite relire plus précisément. On voit par exemple le lycée du domaine des Guilles,
à quel point les protections solaires, c'est très important pour nous, dans le sud, en PACA. On s'en contrefichait complètement. Voilà, il y avait des défauts d'étanchéité, je ne vous parle pas des GTC, etc. Voilà. Bon, alors, ça a permis en tout cas de former, d'une part, les acteurs qui travaillaient sur les lycées au sein de la région, mais également les acteurs qui participaient. Là, pareil, on voit des grosses problématiques de GTC. Voilà, je ne vous lis pas tous les détails, mais on voit bien que ces projets, là, une verrière pas du tout gérée, voilà, il n'y avait pas de protection solaire à l'est et à l'ouest. Une vision simpliste, donc effectivement, de cette grande nef. Il y avait une CTA généralisée partout sans aucune distinction des usages, enfin, etc., etc. Très peu, évidemment, de matériaux biosourcés à chaque fois sur ces lycées. Pareil, vous voyez la fourragère, la même problématique au niveau des protections solaires. C'est quand même tout simple, hein. Ça paraît fou quand même. mais tout de même, ce n'était pas fait. Et quand on sait les millions d'euros qu'il y a derrière la construction des lycées, c'est quand même incroyable. Donc là, je vous présente 4 lycées qui témoignent de l'évolution des acteurs et qui montrent que cette dynamique enclenchée en PACA vraiment se ressent désormais sur les projets, de façon tout à fait incroyable. Donc là, le lycée Alexandra David-Nil à Digne, c'est une extension réhabilitation avec beaucoup de bois qui présente des matériaux biosourcés, qui a un très bon comportement thermique et aussi au feu, des toitures végétalisées. Enfin bon, on est déjà là dans une cohérence beaucoup plus durable que les précédents projets. Lycée Saint-Denis, Corinne Vezzoni, on a de plus en plus d'architectes vraiment de qualité qui participent à la démarche bâtiment durable méditerranéen. Et vous voyez, c'est un bâtiment BEPOS. Donc on peut dire que les démarches globales encouragent encore plus la progression des réductions énergétiques. Lycée de la Rouvière, pareil, une très très belle intégration paysagère, un travail BEPOS et aussi sur la perméabilité de la parcelle. Lycée de Villars, pareil, on a des matériaux biosourcés de façon très très intéressante et on optimise la gestion des flux. On a des salles de classe traversantes. À chaque fois, il y a une petite innovation, je ne peux pas toutes vous les dire parce que là, en 20 minutes, ce n'est pas possible. Donc j'essaie d'être très synthétique pour vous donner une vision un petit peu globale de toute cette progression. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on ne se contente pas d'évaluer les projets, mais il y a une dynamique et on est vraiment dans le croisement offre-demande. C'est-à-dire qu'on opère des missions d'expertise auprès des différents prestataires de la région et on a créé avec eux, on a co-construit un référentiel environnemental pour aider les maîtres d'ouvrage dans leur cahier des charges, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Et donc on l'a fait ensemble. Ensuite, on fait des voyages d'études. Et là, vous voyez sur cette photo, il y a 3 personnes en photo là, de la maîtrise d'ouvrage des lycées en région PACA. Et du coup, il y a vraiment des rapports très amicaux qui se créent. Et ça, c'est très important. Concernant les logements, vous voyez ici de la réhabilitation. Donc là, à gauche, ce sont 2 BDM. À gauche, vous avez une architecture, somme toute. Il y a de l'ITE, mais enfin, on ne voit pas du tout le changement. À droite, déjà, il y a une réflexion un peu plus originale. On a de plus en plus de bailleurs sociaux, publics et privés, qui utilisent la démarche. Là, vous avez un bâtiment patrimonial de logements sociaux, où il y a eu un travail avec l'ABF, c'est Avance, en centre ancien, et où on voit que l'ITE a été travaillé à 2 niveaux. Donc en rez-de-chaussée, on ne met pas d'ITE pour le vandalisme, etc. On l'a mis à l'étage, et on travaille avec ça. On n'est pas des ayatollahs de l'ITE, on n'est pas des ayatollahs du Nord-Sud. On peut s'adapter à chaque fois, dès l'instant qu'on le fait en cohérence et qu'on prend en compte les contraintes. C'est ça qui permet d'aller vers le meilleur des projets. Les logements, vous voyez là, un traitement tout à fait courant. Et puis à droite, on a une architecture là, qui commence à être vraiment intéressante, où on joue avec les brises-soleil de façon contemporaine très intéressante. Là, c'est intéressant parce que ce projet a permis, je vous montre des petits détails, c'est-à-dire qu'après la commission, ils ont mis, ce qui n'était pas prévu en phase conception, en phase réalisation, on a eu le plaisir de voir qu'ils avaient écouté ce que nous leur avions proposé. Ils ont mis des brasseurs d'air, les volets sont à l'italienne, et puis en bas, vous voyez des garde-corps qui sont ventilés, qui permettent de faire entrer l'air et en ventilation traversante. Voilà. Donc ça, c'est des tas de petits détails qui sont assez symptomatiques d'une progression collective. Et on se rend compte que quand on est dans l'accompagnement positif, l'équipe a envie de progresser. Elle a envie d'aller à l'or à chaque fois. Le maire veut atteindre l'or.
le maître d'ouvrage aussi, et quand on peut y arriver, qu'il y a le budget, on y arrive. On a ici, toujours dans le même site, un potager collectif. Plutôt que finalement de gérer les espaces verts par une entreprise, ils ont créé, donc il y a aussi beaucoup d'innovation sociale. C'est une association qui gère cela. Et le potager, enfin les espaces extérieurs sont cultivés par les locataires. Voilà. Au-delà de la parcelle, c'est bien pour ça qu'on a développé une démarche qualité quartier durable méditerranéen, parce que souvent des logements valorisés allaient au-delà du bâtiment, et c'est très restrictif de travailler uniquement sur la parcelle. Nous avons aussi, je ne vous l'ai pas montré parce que tout le monde le connaît, le projet de Soto de Moura à Marseille du promoteur Eiffage, qui est aussi en BDM. Les bureaux, c'est bien aussi. Vous voyez, la Next City CMI avec eWood. Donc à gauche, vous avez un projet complètement opportuniste. Il s'agissait d'avoir la subvention pour avoir une toiture photovoltaïque. Et à droite, on a des projets qui ont vraiment du sens, en bois plein. Le siège social eWood à Marseille et des bureaux Tangram et Secarta donc sur Marseille, réalisés sur Aix. Très très intéressant aussi. Les salles festives, on voit à gauche, avant, trop de vitrage encore, hein, on illumine, etc. Et à droite, on a la salle des fêtes de Mazan, qui est un projet absolument superbe, qui a eu beaucoup de prix, et qui vraiment correspond à un bâtiment durable de grande qualité, de très grande qualité. Et d'ailleurs, la plupart de nos bâtiments en phase fonctionnement ont des problèmes, parce que c'est quand même pas évident d'arriver, mais alors celui-ci, je n'en revenais pas, aucun problème, les usagers sont contents, on a eu des retours très très positifs, et ça c'est vraiment une réussite, et là on se sent vraiment très utile à la société. Ça c'est intéressant parce que c'est le même architecte, qui au début était un peu contraint par le maître d'ouvrage de faire du BDM, voilà, donc vous voyez à gauche, rénovation avec de la laine de verre. Et là, j'ai vu arriver le dernier projet, super, il nous propose la laine de chambre, un projet de qualité, il y a une réflexion, alors je ne peux pas tout vous montrer parce que les PowerPoint font à chaque fois 20-25 pages, mais il y a une réflexion sur la ventilation, sur les brises soleil, sur l'orientation, donc c'est vraiment très très intéressant. Là, en phase chantier, je tire mon chapeau aux entreprises, et je sais que vous êtes assez nombreux, les entreprises de réalisation ici. On s'est rendu compte que quand on propose en commission au maître d'ouvrage de mettre le matériau biosourcé en base à l'appel d'offres, et bien souvent, en phase réalisation, on se retrouve avec le matériau biosourcé. Parce qu'en général, l'entreprise qui réussit à se débrouiller, qui a latex avec un bureau de contrôle et qui arrive à le proposer, mais c'est celle-ci qui est retenue, finalement qui a le marché. Et nous, on est contents, tout le monde est content, maître d'ouvrage et nous aussi. Voilà. Et maintenant, dans nos commissions, nous avons carrément des vidéos, c'est plus du texte. Les accompagnateurs nous montrent et les entreprises viennent témoigner de la manière dont ils ont posé l'ITE et aussi des problèmes rencontrés, parce que c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Là, vous voyez des problématiques, un banc d'apport solaire non pris en compte. À droite, une architecture qui intègre effectivement la thermique. Là, vous voyez un usager qui n'est pas pris en compte avec une fenêtre plein ouest, donc forcément il faut tirer le rideau, et l'autre bâtiment, on est au nord, et donc ça permet d'éclairer sans problématique. Enfin, ce sont des petits détails tout simples, mais qui, s'ils ne sont pas accompagnés, eh bien on n'y pense pas, et donc on ne progresse pas. Là, vous voyez une sonde trop près du hublot, et là, à droite, on a une limitation uniquement du pilotage au couloir et au sanitaire. Ça, c'est très intéressant, c'est que je ne sais pas combien de bâtiments sur lesquels on a essayé de faire le désenfumage par les trappes pompiers. Voilà. Donc les bureaux de contrôle, qui sont aussi pour certains adhérents, on travaille avec eux également. Donc là, ils ont trouvé une solution. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais en tout cas, avec les clapets qui s'ouvrent et qui se ferment en cas de risque incendie, on ventile quand il n'y a pas de risque, et quand il y a un risque incendie, ça se ferme, etc. Bon, c'est tout simple, mais il fallait y penser, surtout débloquer les acquis et les répétitions récurrentes de la réglementation. Donc quand on travaille ensemble, on arrive à sortir des solutions de ce type. Bon, là, une chaufferie qui était inaccessible, on en a de plus maintenant qui sont quand même très accessibles. Vous allez me dire que peut-être qu'ici, pour vous, c'est un acquis, mais je vous assure qu'à Marseille, ça ne l'était pas du tout. Une VMC inopérante, et par contre, plutôt que de mettre des VMC dans du logement, si on a des ouvertures intelligentes, c'est pas plus mal. Là, vous voyez que... Alors par contre, je suis surprise parce qu'il y avait un petit
mais bon. Oui. On n'est pas loin de la... Oui, ben ça y est, donc j'ai fini. Il puisse y avoir quelques questions dans la salle. Ce qui marche moins, vous pourrez aller dans le détail. Et je resterai là-dessus parce que voilà, aujourd'hui, je l'ai dit à mes collègues de table, ce qu'on a proposé, c'est de la matière grise. Et aujourd'hui, les législations, on est un peu dans le blanc et le noir. On doit systématiquement, pour avoir les exonérations de TFPB, être cofraqué. Sauf que cofraquer de la matière grise, c'est pas évident. Voilà, donc je vous ai mis Michel Serres. Et puis un zoom sur la jeunesse. Voilà. Et donc le rendez-vous à Marseille, le Congrès. 14 septembre. Vous y êtes conviés. Et je pense que véritablement, les territoires et la société civile, dont nous faisons partie, sont vraiment en marche. Et j'espère qu'on va véritablement collaborer ensemble, parce que je pense qu'on ne va pas nous arrêter de sitôt et qu'on a des enjeux tout à fait importants à relever. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions à Florence Rosa sur la démarche BDM? Certains la découvrent peut-être aujourd'hui, d'autres on a entendu parler sans avoir eu la possibilité d'échanger directement avec la présidente d'Envirobat BDM. Donc n'hésitez pas, il y a des micros, il n'y a pas de mauvaises questions sur des éléments de détail ou sur des éléments plus globaux. C'est pas évident devant une assemblée pareille. Jacques David. Notre charpentier. J'exagère. Si tu veux bien te présenter. Merci de cette belle image. Juste un petit... quel est le positionnement? Je suis Jacques David. Une entreprise de charpentier dans la région. Juste pour... comment, les relations, j'ai du mal, vous faites des prestations de services au vers des maîtres d'ouvrage. Et alors les bureaux d'études, les gens qui, eux, en vivent, vous êtes un petit peu en concurrence avec eux, comment ça s'articule? Alors non, en fait, on ne fait pas... Alors nous, on ne fait pas de... On ne se substitue pas à la maîtrise d'œuvre. C'était bien le postulat. On propose un cadre souple, qui est la démarche bâtiment durable méditerranéen, sur lequel l'équipe de maîtrise d'œuvre, puis ensuite les entreprises de réalisation, vont s'appuyer pour réaliser leurs projets. Nous avons donc des demandes, donc les maîtres d'ouvrage, qui sont entre guillemets nos clients, qui décident de rentrer en démarche BDM, qui donc font une demande, qui versent une somme, hein, voilà, ce qui nous permet d'avoir, c'est notre modèle économique de 45% d'apport, qu'on va garder pendant toute la durée de l'évaluation, parce que parfois ça peut durer 5-6 ans, l'évaluation d'un bâtiment, ce qui nous permet de tenir au niveau de l'association par rapport à des DAI, des trésoreries difficiles liées à des subventions qui mettent parfois du temps à arriver. Et nous avons aussi, donc le maître d'ouvrage prend un accompagnateur qui peut être un bureau d'études, un maître d'œuvre, qui peut être un AMO, donc soit intégré au sein de la maîtrise d'œuvre, soit un AMO qualité environnementale. Et nous avons aujourd'hui près de 100 accompagnateurs professionnels donc qui réalisent des missions en démarche BDM pour le maître d'ouvrage et qui a pour objectif d'encadrer toute l'équipe et d'accompagner, de présenter en commission, etc. Voilà, ça, il fait l'articulation, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Une autre question? Bonjour, Gérard Poudin, accompagnateur BDM. J'ai premièrement un témoignage. C'est vrai que le BDM actuellement a un côté convivial. Alors par rapport à... j'ai travaillé sur 5 ou 6 autres certifications internationales. J'espère que vous le conserverez. Ça, c'est tout ce qu'on... On va faire le maximum. C'est pour ça que je suis là. Il faut absolument conserver ce caractère convivial. Le deuxième, quand il y a des accompagnateurs, c'est effectivement vraiment le terme qui convient. La deuxième chose, c'est quand même le BDM, il y a quand même un problème pour rentrer la typologie de certains bâtiments dans le BDM par rapport quand on se trouve sur des bâtiments complexes. C'est vrai, puisqu'on a progressé, on a démarré, c'était un petit tableur Excel.
En fait, cet outil que je ne vous ai pas présenté dans le détail là, est le fruit réellement de l'intelligence collective de professionnels qui ont œuvré bénévolement en PACA et qui continuent à le faire, puisque les commissions sont des bénévoles qui viennent. Mais en fait, ils viennent parce qu'ils se forment aussi également, qu'ils rencontrent des collègues et que ça crée un réseau. Alors c'est certain que notre outil est complètement perfectible. C'est pour ça que nous avons besoin que d'autres collègues s'y mettent. Languedoc-Roussillon, par exemple, qui s'y est mis, voilà, depuis 4-5 ans, travaille un peu plus précisément sur le référentiel bâtiment industriel. C'est certain que le projet de CEFAS sur lequel vous travaillez, qui est énorme et complexe, avec forcément aujourd'hui évaluer le process dans les bâtiments, c'est pas simple. Voilà, donc on progresse tous ensemble, mais ce qui compte, c'est que les moyens dont on le fait, ça permet à chaque fois de faire évaluer l'outil. Donc c'est pour ça, on évoquait tout à l'heure, on est actuellement en version 3.1.2, parce qu'à chaque fois, on améliore, et c'est l'apport en fait de tous les acteurs qui y participent, qui permettent de faire évoluer la chose. Par exemple, à un moment donné, on valorisait trop le bois. Voilà, donc les autres matériaux n'étaient pas assez valorisés, donc on a rectifié, etc., etc. Au fur et à mesure qu'on a le retour d'expérience, on rectifie. Donc ce que vous me dites est tout à fait intéressant, on en a tout à fait conscience. Et on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et en tout cas, quand il y a une évaluation et qu'on sait que c'est un projet complexe, la commission en tient compte. On a une marge de 10 points, bon, c'est un petit système à points, ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir de plus près sur Internet. On a une marge de manœuvre pour encourager les projets qui ont des contraintes très importantes et en tout cas essayer de les accompagner au mieux. Mais c'est vrai que je reconnais que c'est encore... on pourra... Merci Florence, on pourra continuer la discussion ensuite au pot, parce que Florence nous fait l'amitié de rester avec nous. Je crois qu'il y a encore une dernière question. Non, j'avais la question. Bon. Donc, si vous voulez bien applaudir Florence Rosa, une fois encore.